Dans les cas des mines d'uranium, la première menace c'est probablement celle qui nous concerne le plus. Mais comme le but des mines d'uranium, c'est d'alimenter des réacteurs nucléaires, en bout de ligne, c'est sûr qu'on doit se préoccuper des impacts par rapport à l'armement nucléaire, par rapport à des menaces terroristes. Puis je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, moi j'ai pas eu la chance de regarder encore, mais il y a eu un reportage qui a été publié tout dernièrement sur l'impact sur les populations en Irak qui auraient été exposées à l'uranium appauvri, des malformations congénitales, tout ça. Donc ça, c'est des sujets qu'on tend à vouloir cacher. Donc, c'est ça, au niveau des mines d'uranium, la contamination peut se faire à plusieurs niveaux, comme les rejets atmosphériques, soit les particules, la poussière qui s'envole, des gaz comme le radon. Donc, le radon, on entend beaucoup parler, c'est le gaz radioactif le mieux caractérisé. Mais il y a l'uranium aussi sous forme de poussière, du plomb, 210 qui peuvent être libérés dans l'atmosphère sous forme de poussière. On essaie de nous faire croire que la filière nucléaire limite la fabrication de gaz à effet de serre, mais on exclut les gaz à effet de serre créés par tous les étapes avant la centrale nucléaire. Donc, c'est une affirmation qui est tout à fait fausse. Il y a l'impact sur l'eau, donc il peut y avoir contamination des nappes phréatiques, des eaux de surface. Je vous montrais tantôt, il y a une des diapos là, qui montre comment une digue, si on est capable de visualiser, si une digue casse, comment on peut contaminer le restant du lac. Il y a eu plusieurs déversements accidentels dans le passé. Tout ça, c'est minimisé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire quand on leur parle, mais c'est clairement documenté sur leur site Internet. Donc, on trouve des informations très, très intéressantes sur le site de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Toutefois, quand on parle à Patty Thompson, elle a une espèce de pensée magique, puis elle déforme complètement les rapports de sa propre commission. C'est assez fascinant à l'entendre parler. Donc, minimise beaucoup les déversements accidentels. Si vous pouvez aller plus loin, je ne sais pas si vous voyez les diapos, il y a un schéma où on voit là, une digue, il y a comme l'espèce de boue à l'intérieur, donc il peut y avoir des écoulements dans le sol qui peuvent atteindre les eaux de surface. Il peut y avoir des émanations de radon, entre autres, dans l'air. Il peut y avoir vraiment une rupture de digue qui va faire qu'on va contaminer l'environnement. Il y a la photo d'un lac où on voit différents bassins qui sont divisés par des digues. Puis, à votre gauche, on a le lac qui est encore sain. Donc, si vous imaginez la digue qui casse d'un côté, va venir contaminer le restant du cours d'eau ou du lac qui est là, qui peut donner accès à une rivière, etc., et contaminer un peu plus loin. C'est assez complexe au niveau des mécanismes, mais c'est sûr que si on enterre, par exemple, les résidus, il peut y avoir des plantes qui poussent là-dedans, donc les racines qui prennent de la radioactivité, il y a un animal qui peut manger cette plante-là, donc on peut voir que là, ça peut rentrer dans la chaîne alimentaire. Ça peut être transporté aussi par des oiseaux qui vont venir passer, ramasser de la poussière, l'amener ailleurs. Donc, il y a toutes sortes de façons qui peuvent faire que ça peut atteindre les humains et amener des problèmes potentiels de santé. Maintenant, je vais faire un autre survol sur les problèmes de santé. Par rapport à la radiation, ce qu'on nous enseigne en médecine, c'est qu'il n'y a pas de dose seuil sécuritaire pour la radiation. Vous allez entendre parler de doses de millisieverts, tout ça, mais c'est toute une question de risque acceptable. Donc, ça ne veut pas dire qu'en deçà de ça, il n'y a pas de problème. C'est qu'on a moins de chances de développer des problèmes, mais c'est sur des études sur des populations entières. Quelqu'un avec une petite exposition
pourrait développer des problèmes, tandis que l'autre personne à côté serait plus résistante. Donc, c'est des moyennes, puis c'est sur des grands groupes qu'on arrive à ces conclusions-là. Donc, c'est faux de dire qu'en deçà d'un certain seuil, il n'y a pas de danger. Ça, c'est pas vrai. Donc, toute exposition entraîne un risque, puis ça comporte des incertitudes quant aux impacts. Pour ce qui est de, je vous ai donné une diapo sur la toxicité de l'uranium. L'uranium a une toxicité qui est double. Il y a une toxicité chimique, donc l'effet directement de la molécule sur un organe, par exemple, parce que ça reste que c'est un métaux lourd. Puis il y a une toxicité qui est radiologique, donc la radiation qui est émise par l'uranium en tant que tel. Donc, entre autres, on sait que le rein, c'est un organe de stockage à court terme de l'uranium, puis peut être affecté par la molécule elle-même, donc une toxicité chimique. Et aussi, l'os, c'est un endroit où on peut accumuler de l'uranium. Puis là, c'est plutôt au niveau de la radioactivité qui peut avoir un impact sur l'os endocrinien, selon des études sur la souris. Le radon, ce qu'on entend beaucoup parler par rapport au radon domiciliaire, c'est un problème de santé publique majeur. Donc, même sans mettre d'uranium, dans certaines régions du Québec, il y a des maisons dont le sous-sol ont des fortes concentrations de radon. Puis le radon, qui est un gaz radioactif, est la deuxième cause de cancer du poumon, après le tabac, mais c'est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Donc ça, l'association causale entre l'exposition des produits de filiation du radon et le cancer du poumon a été démontrée, entre autres avec des études sur des mineurs qui travaillaient dans les mines d'uranium. C'est un gaz qui est lourd, donc ça a tendance à se trouver près du sol. Donc, c'est pour ça qu'on en retrouve dans les sous-sols. Puis, les enfants, vu qu'ils jouent dans le sous-sol, sont beaucoup plus exposés et plus vulnérables. Donc, il est 7 fois plus lourd que l'air, mais il peut voyager quand même sur des longues distances avec des vents très faibles. Ce que l'industrie disait, un peu de façon démagogique, c'est « Oui, mais le radon, ça dure juste 3 jours. » Donc, c'est un concept de demi-vie. Ça veut dire que si on a je ne sais pas moi, un volume X, là, 1 litre par exemple de gaz radon, ça veut dire que dans 3 jours, il va rester un demi-litre. 3 jours plus tard, un quart de litre. Donc à chaque 3 jours, la quantité diminue de moitié. Mais ça ne fait pas juste disparaître, c'est que quand le radon, il y a la moitié du radon qui se transforme en autre chose qui est radioactif aussi, dont le plomb radioactif. Donc, puis ça, c'est une poussière qui retombe à ce moment-là. Je suis tombée sur une étude qui montrait, parce qu'il disait bon, qu'à l'exploration, il n'y a pas de problème, que lorsque la pression barométrique était basse, les gaz pouvaient être littéralement aspirer des trous d'exploration qui étaient mal bouchés, ce qui était le cas à cette île. En fait, il n'était pas du tout bouché les trous d'exploration. Donc, surtout la nuit, on pouvait mesurer dans l'air des taux de radon jusqu'à 10 fois plus élevés que le jour. Comme je vous expliquais, durant la migration, le radon se transforme à autre chose, puis se dépose des solides à ce moment-là. C'est des poussières qui retombent au sol. Dans les mines, maintenant, les mines souterraines, le radon est ventilé à l'extérieur des mines souterraines pour protéger les mineurs, mais on envoie ça dans l'environnement. Le radium, c'est un autre produit de filiation de l'uranium qu'on retrouve dans les résidus miniers. Donc, on l'appelle le carcinogène superbe. C'est, entre autres, le produit qui a causé la mort de Marie Curie, puis de sa fille, parce que les deux travaillaient sur le radium et faisaient des études. Le radium, ça peut se dissoudre facilement dans l'environnement. Donc, peut être important dans les eaux d'infiltration des mines d'uranium. Chez l'humain, le radium, c'est un élément qui est transférable selon les mêmes voies métaboliques que le calcium. Donc, il va être absorbé par les os, c'est qu'on risque de le retrouver dans les os. Donc, chez l'enfant, par exemple, qui est en développement, il est beaucoup plus vulnérable à un cancer osseux en présence de radium.
Il peut avoir également des effets au niveau de la reproduction, puis au niveau développemental. On a vu ça chez des animaux de laboratoire. Il y a le polonium aussi, polonium 210. Donc ça prend des doses minimes. C'est un produit très toxique. Entre autres, c'est avec ça que le dissident Alexandre Vitenko avait été tué en 2006. Le polonium a une toxicité pulmonaire qui est très bien connue. Maintenant, je vais vous parler brièvement de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Madame On a Gingras. des messages, comme je vous disais, qui sont souvent contradictoires. Ce qu'on trouve sur leur site interprète, dans leurs documents officiels, il y a des choses très intéressantes. Toutefois, ceux qui font l'espèce de relation publique avec les médias distorsionnent un peu la réalité, à mon avis, puis à l'avis de mes collaborateurs, un peu pour redorer l'image. Puis c'est comme s'ils prenaient une position pour protéger l'industrie, alors que c'est une commission qui devrait être là pour protéger le public. Madame Gingras? Oui? Juste pour vous dire que, si vous voulez bien, on a encore quelques présentations. Est-ce que c'est possible d'y aller de façon synthétique? Oui, j'ai presque terminé. Merci. Donc,